Bonjour. Donc nous allons poursuivre l'exploration entre guillemets du monde de l'auto-immunité. Aujourd'hui, c'est le 5e cours de cette série et c'est le dernier concernant justement cette exploration, la tentative de compréhension des multiples mécanismes qui sont mis en jeu pour essayer d'éviter qu'une pathologie auto-immune se développe, autrement dit que le système immunitaire se trompe de cible. Et la semaine prochaine, le dernier cours sera essentiellement consacré à la thérapeutique. Quelles sont les avancées thérapeutiques du traitement de ces maladies? Je n'exclus pas l'hypothèse que je ne finisse pas le cours d'aujourd'hui et donc que le début du cours prochain soit encore consacré à ce qui est écrit ici, c'est-à-dire la poursuite de l'étude des facteurs de régulation de l'auto-immunité, mais aussi d'un sujet très intéressant, pas facile, important, vous allez voir, dont on n'a absolument pas parlé jusqu'à présent, qui est le rôle de l'environnement sur la survenue de l'auto-immunité. On a beaucoup parlé de génétique, je vais encore en parler un peu, mais l'environnement, vous allez le voir, joue un rôle essentiel par des mécanismes qui ne sont pas complètement évidents à comprendre, mais qu'on va discuter un peu plus tard dans cette heure et demie à venir. Cette diapo vous récapitule un certain nombre d'éléments dont vous avez entendu parler, c'est ce qui est en gris clair, et d'autres éléments dont on n'a pas encore parlé, qui sont en noir, donc qui sont ou presque pas parlé, qui sont les mécanismes par lesquels, physiologiquement, donc, nous évitons les réponses auto-immunes pathologiques. Donc on a parlé de délétion centrale, je vous rappelle, dans le thymus pour les lymphocytes, par exemple. On a parlé beaucoup de lymphocytes régulateurs. On a déjà parlé un peu de lymphocytes B régulateurs avec le séminaire qui a été donné la semaine dernière, si je me souviens bien. On va en reparler un petit peu. On a parlé un peu d'anergie, on a parlé de délétion en périphérie des lymphocytes, donc matures T et B, qui sont impliqués dans les réponses auto-immunes, mais on n'a pas parlé d'autres facteurs qu'on va explorer maintenant. Donc vous pouvez lire nombre de lymphocytes, exhaustion, etc., etc. À nouveau, si je garde l'espèce de fil directeur que j'avais pris depuis le début de cette série de cours, que sont l'observation de maladies génétiques monogéniques rares chez l'homme, mais qui apportent des informations sur le rôle respectif de chacun de ces facteurs dans le contrôle de l'auto-immunité, vous pouvez voir qu'à peu près, sauf pour la dernière ligne, la notion d'ignorance et de sanctuaire, dont on dira un petit mot, il existe des maladies génétiques qui démontrent de façon indubitable chez l'homme que ces mécanismes de régulation sont impliqués dans le contrôle des réponses immunitaires. Donc le premier facteur dont on va parler cet après-midi est une notion a priori un peu étonnante, qui est celle tout simplement du nombre de lymphocytes. Nous avons un certain nombre de lymphocytes dans nos organes lymphoïdes, matures, T, B, les lymphocytes NK et les autres composantes cellulaires du système immunitaire, les cellules dendritiques, les cellules immunité innées, etc. Ce nombre, en fait, il est régulé. Il n'est pas variable de façon très importante d'un individu à l'autre. Et en fait, ce nombre compte aussi dans le contrôle de l'auto-immunité. Je vais vous le montrer à travers un résultat expérimental que je trouve très intéressant et qui ouvre, à mon avis, quelques perspectives nouvelles de réflexion sur l'homéostasie en général du système immunitaire. C'est un travail qui a été publié récemment et qui concerne la chose suivante, qui a priori est très loin au départ du système immunitaire, mais en fait qui est totalement impliqué dans le système immunitaire. Il existe une protéine qui s'appelle l'apolipoprotéine M. Les apolipoprotéines sont des protéines qui se fixent à des lipides. Certaines sont très importantes dans le métabolisme des lipides et donc le contrôle de l'hypercholestérolémie et ce genre de choses, mais ce n'est pas le sujet du jour. Et celle qui s'appelle ApoM lie un lipide qui s'appelle le sphingosine 1-phosphate. Le sphingosine 1-phosphate, c'est un lipide qui est circulant, qui est sécrété par les cellules épithéliales, dont on sait depuis de nombreuses années qu'il joue un rôle dans les phénomènes de migration des lymphocytes. Les lymphocytes ont des récepteurs pour ce lipide et cela aide à faire en sorte que dans certaines circonstances, les lymphocytes quittent le thymus, aillent dans tel ou tel organe lymphoïde. Mais là, le point est que l'association, avant d'arriver à cela, entre ApoM et sphingosine 1-phosphate, donc ApoM fixe sphingosine 1-phosphate, il a été montré, et vous allez en voir les évidences dans une seconde, que cette association moléculaire a pour conséquence de réguler non seulement la migration des lymphocytes, mais aussi la production des lymphocytes, la lymphopoïèse. Donc, in fine, pour conséquence, le nombre de lymphocytes T et de lymphocytes B. Et ceci a été montré de façon très très classique en expérimentation biologique in vivo, dans un modèle de souris dans lequel le gène qui code pour apolipoprotéine M a été invalidé. Donc ces souris n'ont pas d'apolipoprotéine M, donc ne peuvent pas avoir de complexe entre ApoM, apolipoprotéine M, et sphingosine 1-phosphate. Et ces souris, si on regarde sur des choses très très simples, où on énumère leur nombre de lymphocytes ainsi que des autres cellules du système immunitaire dans le sang, c'est l'image ici à gauche. Vous avez ici le nombre de CD4, TCD4, TCD8, les lymphocytes B, les monocytes, les neutrophiles, et à droite, les ganglions, organes lymphoïdes, les T et les B.
Donc toutes les colonnes blanches correspondent à des souris sauvages, enfin, celles qui sont utilisées au laboratoire. Et en bleu, ce sont les colonnes correspondant, chaque cercle étant une souris, correspond au nombre de lymphocytes CD4, CD8, etc., des souris ApoM négatives. Vous voyez que les souris ApoM déficientes ont plus de lymphocytes CD4 dans le sang, plus de lymphocytes CD8, plus de lymphocytes B, mais pas plus significativement de monocytes et de neutrophiles. Ces populations ne sont pas affectées, et de façon plus significative que le sang, qui est quand même qu'un tout petit reflet de la masse des cellules du système immunitaire. Dans les organes lymphoïdes, ces souris ont approximativement presque 2 fois, pas tout à fait, 2 fois plus de lymphocytes CD4, idem pour les lymphocytes CD8 et idem pour les lymphocytes B. Donc le défaut de cette protéine a pour conséquence un excès de production, ça ne s'est pas montré là, mais cet article l'indique, un excès de production qui est spécifique des lymphocytes T et B. Donc, ce qui permet de dire que ce complexe régule cette lymphopoïèse par des mécanismes qui ne sont pas si clairs. Donc, quel est le lien avec l'auto-immunité? Et si on déclenche dans ces souris un modèle classique, on en a déjà parlé, d'auto-immunité, qui est l'encéphalomyélite expérimentale auto-immune, qui est donc plus ou moins un modèle murin de sclérose en plaques. Donc, si on fait cette expérience dans une souris contrôle sauvage, en injectant donc, ce qui va être la protéine du soi reconnue, qui est la MOG, myéline oligoglycoprotéine. Si on fait cela, on induit ce qu'on voit en rouge, c'est-à-dire une courbe de score de la maladie, donc qui score la gravité de la maladie en fonction du temps. Vous voyez que la maladie apparaît à peu près au bout de 7 jours, a un pic de sévérité au bout de 3 semaines et progressivement décroît. Si on fait l'expérience avec des souris qui n'expriment pas ApoM, vous voyez, même si la différence n'est pas gigantesque, mais quand même, que les souris ApoM négatives ont une maladie plus précoce, plus sévère. Et à contrario, ce qui est quand même, conforte l'expérience, si on surexprime de façon transgénique la protéine ApoM dans des souris par ailleurs normales, vous voyez que la maladie en vert est moins sévère. Donc ce type d'expérience, toute simple d'une certaine façon, est assez, je trouve, intrigante parce qu'elle repose sur l'analyse d'un paramètre a priori le plus simple possible, qui est juste le nombre des cellules. On ne s'intéresse à rien en ce qui concerne nos fonctions, mais tout simplement, ça nous indique que la régulation de l'homéostasie globale du système immunitaire en ce qui concerne les lymphocytes T et B, donc l'immunité adaptative, les cellules impliquées dans les réponses auto-immunes, a un impact sur l'auto-immunité. Donc il n'est pas exclu que dans d'autres circonstances, cela intervienne, et cela, à mon avis, ouvre une voie de recherche relativement potentiellement fructueuse à partir, donc encore une fois, d'un travail qui a été publié il y a quelques mois dans Nature. Donc ça, c'est un premier aspect que je voulais discuter. De façon un peu plus détaillée, on va en discuter d'un deuxième, qui est la notion d'exhaustion. C'est du franglais, exhaustion. Épuisement, peut-être en français, serait un meilleur terme que exhaustion. En fait, c'est une notion qui n'est pas très distincte de celle d'énergie, c'est-à-dire que ce sont des lymphocytes, ça a été surtout étudié pour les lymphocytes T, qui sont souvent des cellules qui ont déjà été activées de façon chronique et qui ne sont plus activables, ne sont plus capables d'être impliquées dans une réponse immunitaire, après l'avoir été. Et donc, il se trouve qu'elles ont une série de caractéristiques moléculaires, notamment membranaires, mais pas exclusivement, qui permettent de les repérer. Par exemple, dans un domaine qui n'a rien à voir avec ce dont on discute aujourd'hui, les patients qui sont chroniquement infectés par le virus du sida et certains autres virus ont une fraction de leur lymphocytes qui ont ces caractéristiques, donc certainement des cellules qui ont été longtemps activées, mais qui sont arrivées à un état de régulation qui fait qu'elles ne sont plus activables et qu'elles sont en situation d'inhibition multiple par toute une série de voies moléculaires. Donc quel rapport avec l'auto-immunité? Je vais essayer de vous le montrer maintenant. Cette image montre toute une série de molécules qui sont exprimées à droite par les lymphocytes T, à gauche par des cellules présentant l'antigène. On reconnaît ici ce qui est central dans l'activation des lymphocytes T, c'est le récepteur T pour l'antigène qui reconnaît un peptide présenté par les molécules d'histocompatibilité et les molécules j'allais dire qu'il y a les molécules de CD4, CD8, mais elles ne sont pas à cet endroit-là, peu importe, des molécules coactivatrices. Je n'entre pas dans ce détail-là, ce n'est pas un détail, mais ce point-là, parce qu'il n'est pas l'objet de ma discussion là, mais il y a un certain nombre de molécules qui sont indiquées ici, comme LAC3, qui est exprimé par les lymphocytes T, TIM3, qui peut être exprimé par les lymphocytes T, celle qui est tout en haut, PD1, qui sont des molécules donc, qui sont exprimées par ces cellules épuisées, qui sont en fait des molécules inhibitrices lorsqu'elles interagissent avec leur ligand, PDL1. Donc ça, c'est une affaire importante pour ceux qui étaient là l'année dernière. Lorsqu'on a parlé de traitement des tumeurs, on essaie de jouer sur le blocage de cette voie inhibitrice des réponses T. LAC3 qui se lie aux molécules d'histocompatibilité de classe 2,
TIM3 qui se lie à une molécule s'appelle GAL9. Il est probable, et bien d'autres, mais au moins ces trois-là, sont des molécules qui induisent des signaux de régulation négative dans les lymphocytes qui conduisent à l'épuisement. Donc, ce sont à la fois des marqueurs d'épuisement et des causes d'épuisement. On pourrait aussi ajouter ici l'adénosine, donc une substance soluble du métabolisme des purines qui, en se fixant sur son récepteur, également transmet des signaux négatifs. Donc, les lymphocytes T en exhaustion, épuisés, sont des lymphocytes T qui expriment beaucoup de ces molécules comme LAC3, PD1, TIM3, le récepteur à l'adénosine et quelques autres. Et si on regarde, alors cette fois-ci, le lien possible avec l'auto-immunité, il est indirect, mais il y a quelques données qui suggèrent que l'exhaustion peut être un moyen de contrôler l'auto-immunité. Comment ceci a été fait, de façon certes corrélative, c'est de prendre des situations de pathologie auto-immune et de regarder parmi les lymphocytes des patients atteints de maladies auto-immunes, avec quelques critiques que l'on peut faire, que je vais émettre dans un instant, de corréler la gravité de la maladie avec l'expression ou la non-expression des molécules associées à l'exhaustion. Donc ici, juste, cette image n'est pas très intéressante parce qu'elle illustre juste la méthode. Vous avez ici le niveau d'expression de toute une série de protéines qui peuvent être associées à l'exhaustion. Et vous avez ici en rouge, lorsque par exemple le gène BTLA, peu importe ce qu'il est, il est diminué dans le groupe où il y a une exhaustion de lymphocytes, en mettons KLRG1, encore une fois, peu importe. Dans 3 circonstances, il est augmenté dans une situation où des groupes d'individus qui ont une situation où beaucoup de lymphocytes en exhaustion, et en gris clair, pas de changement. Et il y a 4 colonnes qui correspondent, les 2 colonnes de gauche des situations d'infection et les colonnes de droite des maladies auto-immunes, lupus, SLE, systématique, lupus érythémateux, IBD, maladie inflammatoire de l'intestin. Donc vous voyez que ces molécules peuvent être sur- ou sous-exprimées en fonction des patients, en fonction des situations. Et l'intéressant, c'est ça, c'est la corrélation. Évidemment, c'est corrélatif, donc ce n'est pas démonstration de cause à effet, mais c'est suggestif. Vous avez ici 3 situations pathologiques, vascularite, donc les maladies inflammatoires des vaisseaux, qui peuvent être tout à fait auto-immunes, la maladie lupique, et ici les maladies inflammatoires de l'intestin. Et ce qui est regardé ici, c'est le suivi en nombre de jours, donc sur des grandes périodes, 800 jours, 2000 jours. 800 jours, ça fait plus de 2 ans. 2000 jours, ça va faire 5 ans par là. 2000 jours, 5 ans. Donc la probabilité que les patients n'aient pas de poussée de la maladie, de nouvelles poussées de leur maladie auto-immune. Et vous voyez clairement que, si on prend le cas de la vascularite, et c'est vrai pour les 2 autres aussi, les patients dont les marqueurs d'exhaustion des lymphocytes sont forts, donc les molécules dont je vous ai parlé juste avant, par exemple, ont une probabilité d'avoir une poussée de la maladie nettement moins importante, puisque c'est la probabilité de rester libre de nouvelles poussées de la maladie, nettement moins importante que les patients qui ont par contre des marqueurs d'activation au lieu d'avoir des marqueurs d'exhaustion des lymphocytes. D'une certaine façon, c'est relativement attendu, mais ça suggère quand même qu'un mécanisme de contrôle d'auto-immunité peut être de rendre les cellules peu ou pas fonctionnelles. Donc c'est vrai pour la vascularite, c'est vrai pour le lupus, c'est encore plus flagrant, comme vous pouvez le voir. Les malades qui n'ont pas de marqueurs de molécules d'exhaustion sur leurs lymphocytes ont 100% de risque de rechuter à peu près en une année environ. La courbe, vous voyez, elle tombe à 0 à peu près un an, 500 jours, 400 jours. Là. Idem pour la maladie inflammatoire de l'intestin. Donc, c'est un mécanisme qui a une association, même si le mécanisme n'est pas complètement clair. On peut aller un tout petit peu plus loin et faire ce genre d'analyse, où ici, le travail consiste à prélever les lymphocytes, à les activer au laboratoire par des molécules qui miment l'effet de la reconnaissance d'un antigène, par des anticorps qui se fixent sur le récepteur T pour l'antigène, de façon agoniste, plus un signal secondaire d'activation qui est la molécule CD28. Donc ceci active les lymphocytes T. Mais en plus, éventuellement, on va activer les molécules d'exhaustion, par exemple avec le ligand de PD1. Je vous ai parlé tout à l'heure de PD1, il est là, O. Donc PD1 est exprimé sur des lymphocytes T qui sont épuisés. Et le ligand de PD1, s'il interagit avec PD1, va pousser les cellules encore plus dans ce sens d'une non-réponse, d'une inhibition de réponse, d'un épuisement, si on veut, de cette situation. Donc on les stimule plus ou moins, cette activation moléculaire dans le sens d'une non-réponse des lymphocytes. Et on compare les profils d'expression de gènes entre des cellules en exhaustion en bleu, des cellules T mémoire, donc qui ont été engagées à un moment dans une réponse immunitaire, ou des cellules effectrices, donc qui ont des marqueurs un peu différents, qui ont été activés. Et sans entrer dans le détail, vous voyez ici une liste de gènes en bleu, peu importe les noms, qui sont des gènes qui sont sélectivement surexprimés dans les lymphocytes qui sont exhaustés, je ne sais plus comment dire, épuisés,
et idem en comparaison avec des lymphocytes T mémoire non activés, et idem pour une autre série de gènes, enfin en partie les mêmes, qui sont exprimés dans les cellules épuisées par rapport aux cellules effectrices. Et à contrario, en rouge ici, vous avez les gènes surexprimés, par exemple le récepteur de l'IL7 ou KIRB1, dans les cellules mémoire, idem ici pour les cellules effectrices, par rapport aux cellules en exhaustion. Okay, donc on peut définir des profils d'expression de gènes qui caractérisent ces populations. Donc l'intérêt, c'est qu'à nouveau, on peut essayer de faire des corrélations. Encore une fois, c'est la corrélation, pas la relation de cause à effet. Prenons un exemple, un gène qui s'appelle CAT2B, je n'ai aucune idée de sa fonction, mais ce gène est surexprimé, c'est celui qui est le plus surexprimé dans les cellules activées, donc l'inverse de l'exhaustion. Et si on regarde à nouveau la probabilité pour les patients, ici dans le cas du lupus, de faire une poussée de la maladie, en fonction du fait de savoir si dans le modèle, cette fois-ci in vivo, donc on prélève directement les lymphocytes des individus, on regarde le profil d'expression de gènes, et on regarde s'ils surexpriment ou non CAT2B. S'ils surexpriment CAT2B, la probabilité de rechute est extrêmement forte, puisque vous voyez qu'au bout de 5 ans, 80% des malades ont rechuté à peu près. Pour les malades dont les lymphocytes n'expriment pas CAT2B, la probabilité de rechute n'est que, elle reste encore élevée, mais de 40%. Donc c'est un marqueur qui corrèle, encore une fois, qui ne démontre pas tout à fait la relation de cause à effet, mais qui corrèle avec le contrôle de la maladie. Et donc, il y a des phénomènes intrinsèques de régulation qui induisent ces situations d'exhaustion qui sont favorables à ne pas avoir de maladie auto-immune. Vous allez voir par contre qu'ils sont défavorables en termes infectieux. Idem, c'est exactement la même chose pour une autre pathologie, le diabète, en regardant ici la détection d'anticorps contre les lymphocytes anti-îlot de Langerhans, dans le cas de diabète auto-immun, en fonction à nouveau de l'expression de CAT2B. Donc chez les individus sains, il n'y a rien, c'est complètement plat. En situation de patients qui ont comment à développer, je parlais bien d'anticorps, qui ont une séroconversion de l'apparition d'auto-anticorps, vous pouvez voir qu'il y a une certaine corrélation entre la détection d'auto-anticorps et l'expression de CAT2B, et idem pour le diabète. Donc c'est le même type de corrélation. Le revers de la médaille, qui est assez intuitivement logique, c'est que cette situation où éventuellement il y a une masse importante de lymphocytes T et peut-être B qui ne sont pas fonctionnels, c'est une situation de moins bonne réponse immunitaire anti-infectieuse. Un exemple ici, c'est en utilisant le profil d'expression du même gène, CAT2B, mais on ne regarde plus des patients et des maladies auto-immunes, on regarde des malades qui ont une infection chronique, une infection par le virus de l'hépatite C, vous savez, qui donne une infection chronique, pas facile à traiter, enfin qu'on peut maintenant traiter assez efficacement. Et ici, dans le cas de cette étude, ce sont des malades qui ont été traités par ce qui a été à un moment le traitement de référence, l'utilisation d'une drogue qui agit directement sur le virus, s'appelle la ribavirine, et l'interféron, alpha. Et ici, on regarde, en fonction de l'expression de CAT2B, l'efficacité du traitement. Et vous voyez qu'on a en bleu, ce sont les malades pour lesquels l'efficacité du traitement est mauvaise, donc le taux de fréquence de rémission est faible, et à l'inverse, où l'efficacité est bonne en rouge. Et vous voyez que là, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que la bonne réponse, la clairance du virus, la disparition du virus en français, donc la guérison de la maladie, corrèle avec un niveau élevé d'expression de CAT2B, ce qui, encore une fois, est intuitivement logique. Une réponse immune active est plus favorable, une situation qui est plus favorable à un contrôle de réponse immunitaire. Donc on a une situation opposée de celle des maladies auto-immunes. Ces études sont intéressantes, mais ont deux limites. Il y en a une que j'ai déjà indiquée, qui est le fait que nous sommes dans le domaine de la corrélation et non pas de la relation de cause à effet, qui est un grand classique de toute la science, c'est de confondre corrélation et relation de cause à effet, mais néanmoins, ça suggère qu'il puisse y avoir une relation de cause à effet. Et la seconde, c'est que c'est une étude globale des lymphocytes et non pas des lymphocytes spécifiques et pathogènes impliqués dans les réponses immunes, ce qui serait plus fin d'arriver à ce stade. Mais c'est déjà suffisamment intéressant pour que à mon avis, pour que ça valait la peine que je vous en parle, comme un contrôle relativement global des capacités de réponse des lymphocytes T dans cet exemple. Je pense que la même chose doit être correcte aussi pour les lymphocytes B, et en relation ou non avec la survenue de pathologies auto-immunes. Voilà pour ce sujet. Donc on a traité ici l'exhaustion, après avoir traité du nombre de lymphocytes. Maintenant, je vais reparler de lymphocytes B. Enfin, on a relativement peu parlé de lymphocytes B dans les 4 cours précédents. Vous en avez entendu parler à travers les séminaires, mais évoquer comment se contrôle l'auto-immunité au niveau des lymphocytes B, sachant qu'évidemment, vous le savez, les lymphocytes B jouent un rôle majeur dans l'auto-immunité, puisqu'ils produisent des auto-anticorps et qu'un certain nombre de maladies auto-immunes sont liées à des auto-anticorps
à diriger contre les globules rouges, contre l'ADN dans la maladie lupique, et bien d'autres exemples. Alors, il y a des expériences historiques qui sont très intéressantes, qui méritent d'être discutées un instant, parce qu'elles montrent à nouveau que si on regarde ce qui se passe pour les lymphocytes B, on a une situation qui n'est pas univoque, mais qu'il y a plusieurs mécanismes de contrôle de l'auto-immunité, donc de tolérance. Vous avez ici un modèle qui a été développé par un chercheur australien il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle Chris Goodnow, qui est un des grands pionniers de l'étude de la tolérance, en tout cas des lymphocytes B. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a construit un modèle artificiel pour étudier la tolérance. Donc la protéine et les antigènes dérivés de cette protéine, qui sont l'objet de l'étude de la tolérance, c'est la protéine du lysozyme de caille, donc de l'œuf de caille, HEL. H, c'est pour hen, c'est caille. Donc il a construit des souris qui sont transgéniques pour des clones de lymphocytes B qui reconnaissent le lysozyme de caille, mais dans un contexte... pardon, c'est là, je suis en train de dire deux bêtises, je mélange, je suis de ce côté-là. Il a construit des souris transgéniques donc, qui expriment un anticorps de façon constitutive anti-lysozyme de caille. Ils ont un clone lymphocyte B qui est susceptible d'être très prédominant. Et il va croiser ces souris avec des souris qui expriment de façon constitutive le lysozyme de caille, donc pour lequel le lysozyme de caille, HEL, devient une protéine du soi puisqu'elle est exprimée de façon constitutive. C'est évidemment totalement artificiel, mais c'est un modèle pratique pour étudier éventuellement la tolérance. Donc il regarde, une des expériences qu'il a faites, c'est de croiser ces deux types de souris. Donc c'est chez ces souris filles, elles ont à la fois des anticorps anti-lysozyme et le lysozyme. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a une maladie auto-immune? Est-ce qu'il y a une tolérance? La réponse est qu'il y a une tolérance, c'est-à-dire que les souris ne développent pas une réponse immune forte anti-lysozyme de caille. Et en fait, on peut ensuite, donc ça c'est la première information, il y a tolérance. Deuxième information, quel est le mécanisme de cette tolérance? Dans le cas de ce schéma expérimental-là, qui était l'objet de débats sans fin à l'époque de sa publication, contrairement au modèle qui était prédominant à l'époque, qui était de dire s'il y a tolérance, ça doit être un effet d'une délétion, de disparition des clones auto-immuns, selon les schémas que je vous ai montrés pour les lymphocytes T et dans des cours précédents. Ici, les lymphocytes B spécifiques du lymphocyte de caille, n'importe quoi, du lysozyme de caille, HEL, persistent, ils sont là, mais ils ont une caractéristique membranaire qui les distingue des lymphocytes non tolérisés, c'est qu'ils perdent l'essentiel de l'immunoglobuline M de membrane. Il faut savoir qu'un lymphocyte B naïf, avant d'avoir rencontré un quelconque antigène, exprime deux types d'immunoglobulines à sa surface qui ont la même spécificité, une IgM et une IgD. Okay. Et les lymphocytes B tolérisés, anergiques en l'occurrence, on retrouve le concept d'anergie dont on a déjà parlé pour les lymphocytes T, perdent pratiquement toutes leurs IgM, non plus que des IgD, avec l'hypothèse qui n'a jamais été démontrée et qui est toujours l'objet de discussion, que la persistance des IgD en soi joue un rôle dans l'induction de l'énergie. Donc c'est un modèle d'énergie et non pas de destruction des lymphocytes B auto-immuns dans cet exemple. On peut le rediscuter d'une autre façon, cette fois-ci, où l'expérience va consister à transférer des lymphocytes B anti-HEL dans une souris qui exprime HEL, okay, mais qui n'a pas constitutivement, contrairement à l'expérience précédente, des lymphocytes B anti-HEL. Donc initialement, cette souris, elle a a priori, donc la souris qui n'est pas transgénique, elle a plein de lymphocytes B susceptibles de reconnaître HEL, qui est comme un antigène étranger, et la souris qui est transgénique, on ne mesure pas les lymphocytes B, là on mesure la production d'anticorps. Donc je me répète pour essayer d'être clair, les souris non transgéniques, elles ne sont pas là, sauvages, ont des anticorps, sont capables, si on les immunise avec HEL, font des anticorps anti-HEL. Des souris transgéniques ne font pas d'anticorps, elles sont tolérantes. Et on peut montrer donc, dans ce contexte à nouveau, ici on a les lymphocytes B du pool de donneurs qui sont spécifiques anti-HEL. Elles expriment, c'est pas marqué, mais en ordonnée, c'est je vais me tromper à tous les coups, les IgM, et en abscisse, les IgD. Donc en situation non transgénique, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais dans les souris tolérisées, elles expriment toujours IgD sur l'axe de l'ordonnée, elles sont là, les petits points, mais il n'y en a pas en abscisse. Donc c'est in vivo la démonstration que l'induction de tolérance, à nouveau, fait perdre l'expression des IgM de surface, donc qui est un marqueur de cette énergie dans cette situation-là. Donc c'est un des mécanismes possibles. D'autres expérimentateurs à la même époque ont montré qu'il y avait aussi
dans d'autres modèles expérimentaux. Ce n'est pas tout à fait simple de comprendre dans quelles circonstances l'un ou l'autre se met en jeu, mais qu'un autre mécanisme possible était le même que celui dont je vous ai parlé pour les lymphocytes T, c'est-à-dire la délétion clonale de précurseurs auto-immuns. Mais cette notion de délétion et d'énergie, évidemment, a pour support la fréquence des cellules autoréactives. Et des travaux ont montré qu'il y a énormément de lymphocytes B autoréactifs, ceci conduisant même à un modèle dont je vais vous parler dans une seconde. Comme vous le savez, je reprends la notion de génération de clones de lymphocytes B, comme on en a parlé antérieurement. Chaque clone de lymphocyte B exprime une immunoglobuline, enfin deux, IgM, IgD, mais la même région variable, et qui est fait de l'association au hasard stochastique des segments variables de gènes d'immunoglobuline. Et le produit, la protéine qui est exprimée à la membrane de ces cellules, est susceptible de reconnaître toutes sortes de protéines, y compris des protéines du SOA. Donc la question, c'est avec quelle fréquence les lymphocytes B reconnaissent des protéines du SOA, et s'il y en a, comment sont-elles contrôlées? On vient de voir déjà un mécanisme en partie, qui est l'énergie, dans le modèle de la tolérance aux lysozymes de Caille, HEL. Il y a un papier sur ce plan qui est assez... à mon avis, important et fondateur, d'ailleurs auquel a participé Éric Meffre, pour ceux qui étaient là à donner un séminaire, celui qui a donné un séminaire il y a 2 semaines, si je me souviens bien, qui a été l'étude de cette question chez l'homme en étudiant de façon systématique des clones de lymphocytes B issus de 3 donneurs, 3 individus. Donc ce qui a été fait, c'était fait à partir du sang et à partir de la moelle osseuse. Donc on a cloné les régions qui codent pour les parties variables des gènes d'immunoglobuline, donc qui déterminent la réactivité au SOA ou pas au SOA. Ça a été fait, comme vous pouvez lire, pour 248 gènes et molécules différentes. Et il a été regardé si ces séquences correspondaient à des réactivités contre des auto-antigènes dans un système expérimental qu'il a décrit lors de son séminaire, Éric Meffre, contre des lysats cellulaires ou des auto-antigènes connus. Donc, autrement dit, parmi les 248 anticorps qui ont été testés, issus de 3 individus, et issus de lymphocytes B, soit de la moelle osseuse, soit du sang, on va voir que ça a une certaine importance, combien d'entre eux reconnaissent des auto-antigènes? Est-ce que c'est 0, 248, 10, 50, 100, etc. C'est ça la question posée. La réponse est la suivante, c'est qu'en fonction du type de lymphocyte B auquel on s'intéresse, on a des résultats différents, et c'est une notion qui est doublement intéressante à mon avis. Donc ici, il y a 4 catégories de lymphocytes B qui sont étudiées, donc issus soit du sang, soit de la moelle osseuse. Et comme vous le savez, la différenciation, le développement des lymphocytes B se fait dans la moelle osseuse. Donc dans la moelle osseuse, on va trouver les précurseurs de lymphocytes B, les premières étapes du développement, et dans le sang, des lymphocytes B matures. Donc on a en pratique 4 catégories. Les cellules B immatures précoces, donc qui sont très, très, très précoces dans le stade de développement, mais qui expriment donc déjà, par définition, une immunoglobuline de membrane, puis des lymphocytes B dits immatures, qui sont à peu près la phase terminale de la différenciation des lymphocytes B dans la moelle osseuse, puis des cellules qu'on peut trouver en périphérie, qui viennent de sortir de la moelle osseuse schématiquement, des B nouvellement immigrants. Chacune de ces populations a des marqueurs qui permettent de les différencier, et les lymphocytes B matures naïfs, donc qui expriment les IgM et les IgD dont j'ai parlé tout à l'heure. Chaque trait ici est l'analyse d'une molécule, d'un des anticorps, pour savoir s'il reconnaît des auto-antigènes de lysat cellulaire. Donc à chaque fois, en fonction de la concentration croissante de l'anticorps, que vous voyez la courbe monter, dans les exemples qu'on prend ici, ça veut dire que chacun de ces anticorps reconnaît toute une série d'auto-antigènes, je n'entre pas dans le détail. Mais ce qui est intéressant, c'est le résultat final. Parmi les lymphocytes B, donc, qui sont précoces, immatures, donc analysés à un stade très précoce dans la moelle osseuse, 76%, donc 3/4 des lymphocytes B immatures, reconnaissent des auto-antigènes. Donc la fréquence est très élevée. C'est une reconnaissance de faible affinité. Ces lymphocytes B sont dits à de reconnaissance polyréactive, c'est-à-dire que la même molécule peut reconnaître différents auto-antigènes. Néanmoins, c'est une autoréactivité. Au stade des lymphocytes B immatures, la fréquence diminue de 76 à 43%. Donc là, à l'évidence, entre ces deux stades, il y a eu un événement de contrôle, de régulation, de disparition partielle des lymphocytes B auto-immuns. On peut imaginer que ce soit ceux qui ont la plus haute affinité, bien que ce ne soit pas démontré ici. Soit ils ont disparu par des lésions clonales, soit ils ont disparu parce qu'ils ne se sont pas expandus, ils sont présents, mais en toute petite quantité, on ne peut pas les détecter, soit même, éventuellement on va en dire un mot, je crois, parce qu'ils ont été soumis à un nouveau cycle de réarrangement de leur gène d'immunoglobuline. Si maintenant on va une étape plus loin dans le sang,
Les lymphocytes B qui sont passés dans le sang, ils ont environ 41% d'entre eux, donc 41% de lymphocytes B qui sont autoréactifs, donc c'est la même chose, il n'y a pas entre 43 et 41, la valeur est la même, mais par contre, au stade de lymphocytes B mature naïf, donc prêt à être engagé dans une réponse immune, quelle qu'elle soit, la fréquence est tombée à 20. Donc là, il y a à nouveau deux remarques. 20%, ça veut dire que environ 20% des lymphocytes B qui circulent dans notre sang sont réactifs contre des antigènes du soi. 1 sur 5, c'est considérable, même si on peut encore discuter le fait que c'est très souvent avec une affinité faible, donc une probabilité de pathogénicité faible, mais néanmoins c'est une fréquence relativement élevée, c'est la première observation, qui est contre-intuitive. Je pense que, enfin, moi, si on m'avait posé la question avant ces travaux qui datent il y a plus de 10 ans maintenant, si on m'avait dit a priori combien vous pensez que parmi les lymphocytes B matures il y a de cellules autoréactives résiduelles, j'aurais dit, je ne sais pas, peut-être 0,1%. Enfin, ben non, c'est 20%. Donc c'est considérable. Donc ce qui évidemment donne la place à un défaut de contrôle de ces cellules à des pathologies auto-immunes. Et la deuxième remarque, c'est que néanmoins, il y a un mécanisme de contrôle ici, à nouveau, puisqu'entre la population nouvelle et migrante dans le sang et celle, et aussi la rate et les organes lymphoïdes, et celles qui sont matures naïves, on passe de 40 à 20. Donc la moitié ont été éliminées, à nouveau. Donc il y a ceci met en évidence deux points de contrôle de la réactivité du soi des lymphocytes B, mais dont l'effet n'est pas total, puisqu'il persiste, in fine, un lymphocyte B sur 5 autoréactif. Okay, ça, c'est une autre façon de chiffrer la même chose, donc je ne vais pas entrer dans les détails. C'est exactement l'expression en colonne des résultats qui sont là-haut. Donc la fréquence des clones autoréactifs aux différents stades de différenciation des lymphocytes B. Et ça le reprend à nouveau. C'est juste pour marquer ce résultat que je trouve important. C'était un papier assez, à mon avis, fondateur dans l'étude du concept d'autoréactivité physiologique des lymphocytes B. Donc à nouveau, je résume la même chose. On a 76% des lymphocytes B au stade immature précoce qui sont autoréactifs dans la moelle osseuse, ça diminue à 43% dans les cellules dites immatures, donc un peu plus matures, mais pas matures au point d'être fonctionnelles. Au niveau sanguin, les B dites transitionnelles, encore une fois, toutes ces populations sont très bien déterminées sur le plan moléculaire. Le pourcentage est le même. Et enfin, ça c'est le plus important, les B matures naïfs, celles qui vont s'engager dans des réponses immunes dans les organes lymphoïdes secondaires, 20% d'entre elles sont potentiellement auto-immunes avec une faible affinité d'une part et une polyréactivité, c'est-à-dire qu'ils sont capables de reconnaître un lymphocyte B donné, un anticorps donné, peut reconnaître plusieurs auto-antigènes avec une faible affinité. Ils ne sont pas forcément directement pathogènes, mais c'est une information importante. Donc, comment on passe de 76 à 20 ? Eh bien, il y a plusieurs notions. La notion d'énergie, c'était ce qui était montré tout à l'heure dans les résultats des expériences de Chris Goodnow, qui est moins compatible a priori avec les résultats de Vardeman, c'est-à-dire ceux qui donnent ces résultats-là, puisque ces résultats suggèrent que les cellules meurent pour diminuer en fréquence ces populations. C'est-à-dire que les cellules qu'on ne voit plus ont disparu par élimination, même si on ne peut pas le démontrer fortement, c'est-à-dire par un phénomène de délétion clonale des cellules les plus fortement autoréactives. Et on sait quantitativement que 80-90% des B sont perdus pendant les phases de différenciation intrathymique. Donc, bien que je vous ai montré, j'ai commencé par vous montrer un modèle d'énergie, celui de Goodnow, il joue certainement un rôle, mais il y en a d'autres, et la délétion clonale centrale notamment est importante. Et puis aussi, c'est très probable, les lymphocytes B sont capables de réarranger à plusieurs reprises leurs gènes d'immunoglobuline, et donc éventuellement qu'une cellule qui ait un certain degré d'autoréactivité reçoive un signal qui est pour conséquence de reprendre un cycle de réarrangement des gènes et de modifier donc l'immunoglobuline, et qu'éventuellement elle perde son autoréactivité. C'est un troisième mécanisme possible, et il y en a peut-être d'autres, d'où le point d'interrogation ici. Mais on peut aller plus loin dans la réflexion, et qui est un concept notamment que soulève et propose de façon assez intéressante Chris Goodnow, dont j'ai déjà dit un mot tout à l'heure, qui est un immunologiste très fin et astucieux. C'est en fait de proposer qu'on peut globaliser ces observations en disant que le répertoire initial des lymphocytes B, donc tel qu'il est généré et présent initialement dans la moelle osseuse, est pour l'essentiel dirigé avec une faible affinité contre les antigènes du soi, et qu'en fait, ça soit un phénomène de sélection positive, c'est-à-dire que les lymphocytes B qui peuvent reconnaître, même avec une faible affinité des antigènes du soi, s'expandent, et donc c'est ce qui explique que ce soit ceux-là que l'on voit. Donc que l'autoréactivité, autrement dit, est utile au développement des lymphocytes B, mais évidemment jusqu'à un certain point. Et donc c'est un phénomène de sélection positive. Et ensuite, en périphérie, pour les 20% résiduels qui sont encore auto-immuns, que le processus de modification des gènes d'immunoglobuline lié aux mutations somatiques
qui surviennent dans les centres germinatifs au moment lorsqu'une réponse immune contre un antigène donné se met en jeu, donc entraînent des modifications de séquence des immunoglobulines. Okay, et la modification de séquence, elle peut avoir des effets par rapport à l'antigène activateur, entraîner une augmentation de l'affinité ou au contraire de perdre l'affinité. Et le modèle que propose Goodenough, qui n'est pas rigoureusement démontré aujourd'hui, mais que je trouve très attractif et qui peut être vrai, c'est que donc des lymphocytes B engagés dans une réponse immune anti-infectieuse, donc utile, celle pour laquelle nous avons un système immunitaire où l'évolution a sélectionné un système immunitaire, fait que les mutations qui favorisent une augmentation d'affinité pour l'antigène exogène, mettons un antigène viral de la grippe, pourquoi pas, ces lymphocytes B-là vont être sélectionnés, s'expandent, et que en parallèle de l'augmentation de l'affinité pour l'antigène exogène, il y a une diminution de l'affinité pour l'antigène du soi. Autrement dit, donc il y a une sélection de clones qui sont affins pour un antigène, encore une fois, viral, et qui perdent une affinité pour un auto-antigène, à partir de cellules qui sont faiblement autoréactives initialement. Donc progressivement, elles soient guidées vers une réponse efficace et non pathogène. Donc ça c'est un modèle qui n'est pas rigoureusement démontré aujourd'hui, mais qui pourrait rendre compte de la physiologie du développement des lymphocytes B, qui à la fois implique l'autoréactivité comme méthode de sélection positive, mais ensuite la contre-sélection des cellules autoréactives et la sélection des lymphocytes B qui ont acquis une affinité plus forte pour l'antigène exogène, encore une fois, exemple, un antigène viral. Donc c'est ce qui est censé être montré ici en bas. Vous avez ici un paquet de lymphocytes B naïfs, donc qui vont s'engager dans une réponse immune, stimulation antigénique. Donc cette réponse qui se passe donc dans les organes lymphoïdes secondaires, au sein de zones qu'on appelle les centres germinatifs. Ces lymphocytes B vont être soumis, plus exactement les gènes qui codent pour les immunoglobulines, au processus qui est marqué ici en anglais SHM, qui veut dire de mutation somatique, donc modification de la séquence des acides aminés de la région variable, qui est impliquée dans la reconnaissance de l'antigène, et que, en fonction de l'affinité pour l'antigène initiateur de la réponse immune, si l'affinité est faible, ces cellules vont potentiellement mourir, et elles vont être, celles par contre dont l'affinité est plus forte seront sélectionnées, et éventuellement elles peuvent être soumises à plusieurs cycles de sélection successives, soit au cours d'une même réponse immune, soit secondairement après qu'elles soient devenues entre-temps des lymphocytes B mémoire, si bien qu'in fine, ce processus va permettre de sélectionner des anticorps à forte affinité, anti-grippe, mais ça peut être aussi anti-tétanos, ça a été montré dans d'autres modèles. Donc c'est l'idée que l'on se fait de cette sélection de B efficace dans une immunité antigène exogène, c'est pas facile à dire, et qui contre-sélectionne les lymphocytes B dirigés contre des auto-antigènes. Mais par contre, que ce processus est perturbé dans les maladies auto-immunes, et je vais vous le montrer, enfin, je vais vous le décrire dans le lupus, sans pouvoir comprendre pourquoi il en est ainsi. Alors, dans le lupus, il y a un dérèglement massif de la production des auto-anticorps, on en a déjà parlé. On a décrit à ce jour plus de 180 types d'auto-anticorps chez les malades atteints de lupus ou dans des modèles murins de lupus. Je vous rappelle que les anticorps prédominants sont dirigés contre les antigènes du noyau, l'ADN lui-même, d'autres acides nucléiques, des protéines associées au noyau, et qu'on observe chez les patients atteints de lupus une activation polyclonale des lymphocytes B, donc ce n'est pas juste un clone, c'est massivement, il y a une activation de ces lymphocytes B, et que, contrairement à ce que je viens de vous dire, il se passe l'inverse de la physiologie. Il y a une sélection de clones autoréactifs au cours de l'activation. Donc c'est l'image en miroir de la physiologie. Je vais essayer de vous montrer ce que l'on sait aujourd'hui de cette affaire qui est un peu compliquée. Et en fait, vous allez voir, enfin ceci a été à peu près démontré aujourd'hui dans des travaux récents, qu'il y a même des vagues successives, des vagues successives de génération de lymphocytes B auto-immuns à chaque fois qu'il y a une poussée de la maladie. Donc c'est exactement l'image, enfin exactement. Schématiquement, c'est l'image en miroir de la physiologie, où il y a une contre-sélection des cellules B auto-immunes, et là, il y a une sélection des lymphocytes B auto-immuns. Évidemment, ce n'est pas une bonne idée. Donc, comment ceci a été étudié? Alors, par la méthode qui est indiquée ici, c'est de prélever des lymphocytes B du sang de patients atteints de lupus, soit en rémission, soit en activité, de façon longitudinale au cours de leur poussée de leur maladie. Il y a un travail vraiment très impressionnant qui a été effectué. Je vais vous montrer. Et donc, à nouveau, c'est un peu le même principe de séquencer les régions variables des immunoglobulines, donc ce qui détermine la spécificité pour l'antigène, et permettant de voir s'il y a eu des mutations somatiques, s'il y a eu progressivement des événements de modification de ces lymphocytes B, et de comparer à différents stades
les lymphocytes B naïfs, donc qui n'ont jamais été encore en principe stimulés par un antigène, les lymphocytes B moins, les lymphocytes B activés, et essayer de tracer, et vous allez voir qu'on peut y arriver, une espèce d'arbre généalogique des clones lymphocytes B, donc en fonction des mutations somatiques. On parle d'une situation où il y a 0 mutation somatique, et puis ensuite on en détecte une et deux, enfin je schématise, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40. On peut le faire aussi pour des lymphocytes B qui sont spécifiques de telle ou de protéine virale, mais là le travail il est fait pour des lymphocytes B autoréactifs, donc contre notamment de l'ADN. Et ce qu'on observe en fait, ça c'est le modèle, et après je vais vous montrer l'arbre généalogique, on montre qu'il y a plusieurs sources de production d'auto-anticorps par les lymphocytes B au cours du lupus. C'est un travail qui date de l'année dernière, qui produisent des auto-anticorps. Il y a l'une qui est schématique, non conventionnelle en termes de physiologie des lymphocytes B, c'est ce qui est marqué en vert ici. En fait, ce sont des lymphocytes B qui gardent des caractéristiques de lymphocytes B naïfs, comme s'ils n'avaient jamais rencontré un antigène, mais qui ont des marqueurs d'activation. En anglais, c'est ACN, Activated Naive B Cells. Ce sont des lymphocytes B donc naïfs qui vont être activés, probablement aussi par l'antigène et par les voies limitées innées qui reconnaissent l'ADN, et qui vont les stimuler à produire des anticorps, mais de façon... Normalement, ces cellules devraient être éliminées, puisque ce sont des cellules auto-immunes. Non seulement elles ne sont pas éliminées, elles persistent, et on peut montrer qu'à chaque poussée de la maladie, flare en anglais, il y a une nouvelle génération, une nouvelle expansion de ces cellules. Mais ces cellules-là, elles ne changent pas au cours de leur vie successive, au cours des années. Elles ont des poussées d'activation, d'expansion, de production d'auto-anticorps, mais sans changer d'affinité, sans changer de séquence, la partie variable du gène de l'immunoglobuline. Et puis il y a un deuxième type de génération d'auto-anticorps, qui est le conventionnel en termes de réponse immune, c'est-à-dire il y a survenu une mutation somatique, donc la partie variable change, l'affinité pour l'antigène change, mais on attendrait physiologiquement de contrôler, d'empêcher le développement des lymphocytes B à forte affinité pour des auto-antigènes, anti-ADN notamment. Et là, c'est l'inverse qui se passe. Ils s'expandent et ils vont encore passer de façon assez parallèle aux poussées de la maladie. Il va y avoir des nouveaux cycles de mutations somatiques, nouvelle sélection de cellules de plus en plus mutées, de plus en plus affines. Donc c'est un système qui est totalement non physiologique, qui est déréglé par rapport à ce qui se passe normalement dans un homme ou un individu ou une souris ou un animal qui sait contrôler cette cellule auto-immune. La grande question, c'est qu'on ne sait pas quel est le mécanisme qui engendre à la fois ces deux phénomènes, il n'est absolument pas connu aujourd'hui, et comment ils persistent en plus au cours du temps. Et on peut donc ainsi tracer l'arbre généalogique que je vous annonçais, et le voici, à partir d'une cellule ici en jaune, germline, c'est-à-dire qui n'a aucune mutation somatique. On peut tracer ces cellules filles, donc elles vont se diviser, qui ont des mutations somatiques en nombre croissant. Et on peut trouver d'une part donc, ces fameuses cellules naïves activées, donc en vert, qui en fait ne sont pas soumises à grandes mutations somatiques, mais qui sont générées de façon successive au cours des poussées de la maladie. Et puis, c'est ce qui est marqué ici en violet, sont des cellules qui ont un marqueur plasmocytaire. ASC, ça veut dire cellules produisant des anticorps. Vous avez des cellules produisant des anticorps qui ont, à chaque fois qu'on descend d'un cran, de nouvelles mutations somatiques. Ici, il y en a 3 et 3. Là, il y en a 10 nouvelles, etc. Donc, on peut, comme un arbre familial, sauf que c'est un arbre de lymphocytes B spécifique d'auto-antigènes et qui ont donc les modifications successives dans leur région variable et une sélection, et non pas une contre-sélection, de cellules avec une affinité croissante pour les auto-antigènes. Ce qui n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour les patients chez lesquels on trouve ce type de situation, avec chaque étape correspondant à une poussée de la maladie à peu près schématiquement. Donc si on résume, il y a des étapes multiples de sélection de clones auto-humains au cours du lupus, par mutation somatique, ça génère la diversification, et l'absence de contre-sélection fait que ces clones s'amplifient. Et on a donc expansion et mutation de lymphocytes B et mémoire et naïfs. Naïfs, c'est ceux qui sont ce qu'ils sont, mais naïfs, c'est en violet, c'est ceux-là, ouais. Tac, ici. À l'occasion de nouvelles poussées de la maladie, face donc dans un contexte d'exposition chronique à l'auto-antigène. On a deux phénomènes pathologiques, tous les deux dérégulés, et pour l'instant, donc la question suivante, c'est de comprendre comment se fait-il qu'il n'y a pas le contrôle physiologique attendu de ces clones auto-humains au cours de cette maladie chez ces individus. Voilà, c'est la question qui est posée ici. Donc on n'a pas la réponse. Alors il y a un tout petit élément quand même de réponse moléculaire,
il y a quand même, c'est un tout petit peu, quelques éléments impliqués dans le contrôle des cellules B autoréactives qui font appel à une molécule dont vous avez déjà entendu parler si vous étiez présent au cours numéro 1 ou 2, je ne sais plus, qui est le système phase-phase ligand. Je rappelle de quoi il s'agit, et après je vais vous montrer comment il intervient dans le contrôle des lymphocytes B autoréactifs au sein des centres germinatifs. Ici, vous avez un lymphocyte T activé de façon répétée, qui reconnaît via son TCR un peptide qui est marqué par un losange rouge à la surface d'une cellule présentant l'antigène, le peptide étant présenté par une molécule d'histocompatibilité. Donc, entre autres molécules, ces lymphocytes T expriment un trimère au bout d'un certain moment qui s'appelle FAS, 3 fois l'image, la molécule FAS. Et après activation plus longue encore, ils vont exprimer à leur surface un autre trimère qui s'appelle le ligand FAS, qui interagit avec FAS et qui induit la mort de la cellule. Donc c'est une façon d'arrêter les réponses immunitaires. Souvenez-vous ce que vous a dit, pour ceux qui étaient là, Frédéric Rioloca, dans le séminaire qu'il a donné. Et ce système peut fonctionner sur la même cellule, comme on dit en cis, CIS, et aussi en trans, par exemple, que des lymphocytes T activés ainsi tuent des lymphocytes B. Donc c'est une façon, parmi d'autres, de se débarrasser de lymphocytes autoréactifs. En tous les cas, c'est l'idée qu'on s'en fait, parce que, je vous rappelle cela, dans une maladie héréditaire rare où la protéine FAS est partiellement déficiente, donc ce système ne fonctionne pas, et ces individus ont d'une part une lymphoprolifération, donc une accumulation de lymphocytes, et très souvent des maladies auto-immunes, et très souvent des maladies auto-immunes auto-anticorps. Donc clairement, ceci indique que l'interaction FAS-ligand-FAS, et en particulier entre T et B, est un des mécanismes de contrôle de l'auto-immunité des lymphocytes B, mais ça ne nous donne pas le mécanisme précis. Et le mécanisme précis, il a été approché dans un modèle expérimental murin dont je vais vous dire un mot maintenant, qui est un peu compliqué, mais qui, à mon avis, mérite d'être discuté, qui fait l'objet de travaux récents. Donc, il consiste à bloquer l'expression de la protéine FAS par des lymphocytes B de souris. Donc, on reproduit chez la souris ce qui peut arriver naturellement chez l'homme, et on observe donc qu'il peut y avoir une auto-immunité par auto-anticorps, et donc on pose la même question que ce qui se passe chez l'homme. Alors, vous allez voir que les choses sont relativement subtiles. Donc, le modèle ici consiste à utiliser des lymphocytes B qui n'expriment pas la protéine FAS. Et à nouveau, on revient au système que je vous ai parlé tout à l'heure, le système de Chris-Goodnow, HEL, lysozyme de Caille, donc qui est le modèle de protéine utilisé, dans un contexte où la lysozyme de Caille est une protéine du soie, si on l'exprime dans la souris de façon transgénique. Donc ici, première catégorie de population, on a une population de lymphocytes B qui a un marqueur qui permet de les identifier, peu importe, c'est des 45-1, qui sont déficientes en FAS, donc elles ont une pathologie inhérente au défaut de mort cellulaire induite par FAS, et qui sont spécifiques de HEL. Et ces lymphocytes B, donc qui ont été obtenus par modification génétique, etc., transgenèse, sont injectés à des souris transgéniques, donc, qui ont un marqueur cellulaire sur le lymphocyte qui permet de séparer ces deux catégories de lymphocytes, et qui expriment HEL. Donc ce sont des souris qui sont a priori tolérantes pour HEL, puisque HEL est un antigène du soie. Okay, et j'immunise ces souris avec HEL que je couple au globule rouge de mouton, parce que ça renforce l'immunisation. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ces lymphocytes B déficients en face vont être contre-sélectionnés, comme attendu, ou pas? Et la réponse est qu'ils le sont. Le fait qu'ils n'expriment pas FAS ne provoque pas, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre compte tenu de ce que je viens de vous dire, il n'y a pas de développement d'auto-immunité. Dans le système contrôle, ici, vous avez la détection de cellules qui sont capables de reconnaître HEL dans un système très précis. Donc, en situation sauvage, il y en a plein, c'est normal, les souris ne sont pas transgéniques. Si les souris sont transgéniques, il y a une tolérance. Si on considère maintenant la situation des lymphocytes B déficients en FAS, la même tolérance est établie. Donc apparemment, il n'y a pas besoin de FAS pour établir la tolérance dans cette situation jugée globalement. Et les choses sont plus compliquées que ça, comme vous allez voir dans un instant. On va aller directement au schéma expérimental. C'est la même affaire presque. On va transférer des lymphocytes B anti-HEL, donc le lysozyme de Caille à nouveau, déficients en FAS, mais cette fois-ci des souris sauvages. Okay, et on les immunise avec HEL. Donc ces souris ne sont pas tolérantes à l'égard d'HEL, elles n'ont jamais vu HEL. Je les immunise et on va voir si ces lymphocytes B donc, qui vont être immunisés, comment ils vont se comporter. Et donc pour l'instant, on ne parle pas d'autoréactivité. Et on va mesurer à J35 les lymphocytes B qui sont relativement faibles affinité pour HEL dans ce contexte. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que dans le contexte des souris FAS déficientes, LPR, c'est le nom de la mutation, peu importe,
eh bien, on va retrouver une beaucoup plus grande fréquence de lymphocyte B qui fixe HEL que dans une souris contrôle. Donc, autrement dit, ici, il y a une possibilité d'élimination de cellules à faible affinité. Ce n'est pas marqué ici, mais le marqueur, les circonstances de l'analyse indiquent qu'il s'agisse de lymphocyte B à faible affinité. Donc, on a une accumulation de lymphocyte B à faible affinité, ce qui ne donne toujours pas l'auto-immunité. C'est juste une différence entre les deux situations. Donc, je continue l'affaire. Donc, si on regarde ici, c'est la détection d'anticorps à forte affinité pour HEL. Ici, les images en rouge et en vert, c'est le contexte précédent de non-tolérance dont on a déjà parlé, mais ce qui nous intéresse, il faut regarder paradoxalement la non-réponse ici. La non-réponse, c'est la situation où on étudie, donc, est-ce que les lymphocytes B déficients en face et dans un contexte d'immunisation avec HEL, transférés à des souris transgéniques qui expriment HEL, est-ce qu'ils ont des anticorps à forte affinité contre HEL? La réponse est non. À faible affinité, oui, à J14. On attend, on laisse. Donc jusque-là, il n'y a rien de très pathologique, puisqu'il y a simplement la présence de lymphocytes B capables de produire des auto-anticorps à faible affinité. Ce sont des auto-anticorps, puisqu'on est dans un contexte où il y a une expression constitutive de HEL, donc où il devrait y avoir tolérance. Mais tout va bien, il y a tolérance ici. Mais on est à J14. On laisse les lymphocytes, on laisse les souris, on attend J35, et les choses ont changé. C'est-à-dire que ces clones qui étaient de faible affinité à J14 sont devenus des clones à forte affinité à J35. Donc la non-sélection de lymphocytes B autoréactifs à faible affinité en l'absence de face va faire que ces lymphocytes B sont capables secondairement, par mutation somatique de leur gène d'immunoglobuline, de se transformer en cellules à forte affinité. Donc l'effet de la déficience en face est assez subtil, parce que le défaut, a priori, ne paraît pas important, l'élimination de clones de faible affinité, mais ne pas éliminer les clones de faible affinité fait qu'ensuite ils se transforment en clones de forte affinité pour l'auto-antigène. Donc ça va être résumé ici. Il y a deux types de situations de contrôle. La toute première, la première partie de l'expérience que je vous ai montrée, qui démontrait qu'il n'y avait pas de différence entre la situation des lymphocytes B face déficient et face sauvage, en ce qui était l'élimination immédiate des clones à haute affinité. C'est-à-dire que parmi des centres germinatifs, disons ici, chaque petit cercle est un lymphocyte B. Pour les cellules à haute affinité immédiate, qui sont présentes intrinsèquement dans le centre germinatif, dans les follicules lymphoïdes, excusez-moi, avant activation, que ces lymphocytes B expriment ou n'expriment pas face, ils vont être éliminés de la même façon. Ceci n'est pas perturbé. Par contre, il existe des cellules qui sont initialement à faible affinité, qui vont devenir à forte affinité par sélection, par mutation somatique et défaut de sélection négative, et qui vont provoquer l'auto-immunité. Donc le rôle de la molécule face, c'est d'éliminer les cellules à faible affinité pour l'auto-antigène, qui, si elles ne sont pas éliminées, vont se transformer par mutation somatique en cellules à forte affinité pour l'antigène. Donc c'est un des mécanismes, ça montre que les choses sont assez complexes, mais un des mécanismes, probablement par exemple, qui est dérégulé, enfin pas probablement, possiblement dérégulé dans la maladie lupique, qui peut rendre compte de cette accumulation progressive au cours de chaque poussée de la maladie de lymphocytes B avec une affinité croissante d'autoréactivité contre des antigènes nucléaires, par exemple. Voilà pour cette affaire. Autre aspect de la régulation de l'auto-immunité au niveau des lymphocytes B, c'est la modification du récepteur B pour l'antigène. Et je vais vous le montrer à travers ce type d'expérience qui implique, ou l'observation, qui implique la molécule AID. La molécule AID est très importante dans ce dont on vient de parler, c'est-à-dire la génération de mutations somatiques au cours des réponses immunes, parce que c'est cette molécule-là, on en a déjà parlé, qui induit les mutations somatiques. C'est le mutateur des lymphocytes B. Mais cette molécule, comme vous allez le voir, est aussi exprimée dans des stades curieusement plus précoces du développement des lymphocytes B. Donc AID induit les mutations somatiques dans les segments variables des gènes d'immunoglobulines au cours des réponses immunitaires. Ça, c'est acquis. Et les lymphocytes B qui portent des immunoglobulines avec mutation à haute affinité pour l'antigène sont sélectionnés. C'est le cas, l'exemple du virus de la grippe dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, en ce sens, la molécule AID joue un rôle déterminant dans l'optimisation d'une réponse immune au cours d'une réponse anti-infectieuse. Mais ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que si on regarde la polyréactivité de clones de lymphocytes B, donc on revient à la notion de détection de lymphocytes B
autoréactifs à faible affinité dans des contextes de souris sauvages, de souris déficientes. Après, il y a d'autres détails, d'autres modèles, mais on ne va pas regarder les détails. Donc, si on s'intéresse au lymphocyte B naïf, vous voyez que comparé à une souris sauvage, où il y a une petite fraction dans ce modèle expérimental-là qui ont une autoréactivité à faible affinité, le nombre de lymphocytes B autoréactifs dans un contexte de déficit en AID, où il n'y a pas de mutation somatique, est plus élevé. Ce qui peut paraître d'une certaine façon paradoxal, mais il est clairement plus élevé. Et ce que l'on sait aujourd'hui, ce qui était un peu surprenant, c'est que si AID est exprimé fortement dans les centres germinatifs, GC, donc c'est là où se passent les réponses immunitaires, c'est là où se passent les mutations somatiques de lymphocytes B, il est présent beaucoup plus faiblement, mais quand même un peu au stade de développement des lymphocytes B, par exemple dans la moelle osseuse fétale ou dans le foie fœtal chez le fœtus. Et dans les précurseurs de lymphocytes B, on détecte un peu de la protéine AID. Donc la question est, est-ce que cette protéine AID est impliquée dans des phénomènes de développement des lymphocytes B, de contrôle d'autoréactivité? Et curieusement, ils sont exprimés à un stade où en même temps, ces précurseurs de lymphocytes B expriment la molécule RAC2. Donc je vous rappelle qu'elle joue un rôle dans le réarrangement des gènes d'immunoglobuline, donc au stade absolument initial du développement des lymphocytes. Vous avez ici des images de la moelle osseuse ici adulte, de souris, le marquage de RAC2 en vert, le marquage d'AID en rouge, qui est moins fort, mais il y a une certaine fraction des cellules qui sont RAC2, qui sont aussi AID. Il y a beaucoup plus de cellules RAC2 positives, mais parmi les cellules RAC2 positives, pardon, je dis l'inverse, je dis une bêtise, parmi les cellules AID positives, c'est le schéma du bas ici, toutes sont RAC2 positives. Parmi les cellules RAC2 positives, seulement quelques-unes sont AID positives. Mais le point important, c'est qu'il y a une fraction, pas beaucoup, mais une fraction de lymphocytes, de précurseurs lymphocytes B, qui exprime AID en même temps que RAC2, donc au stade très précoce de réarrangement, donc qui laisse penser que peut-être AID joue un rôle aussi dans ces étapes précoces de développement, et vous allez voir peut-être dans le contrôle de la réactivité au soi. En effet, cette fois-ci chez l'homme, on passe de la souris à l'homme, mais c'est le même travail. Si on étudie les précurseurs on purifie, des précurseurs hématopoïétiques, donc en l'occurrence des précurseurs lymphocytes B, et qu'on bloque éventuellement l'expression d'AID avec des HRNA, donc qui dégradent l'ARN messager d'AID, Activation Induced Deaminase, et on injecte ensuite ces cellules dans des souris immunodéficientes et on voit le développement, on analyse le répertoire des lymphocytes B qui se sont développés. Donc ce sont des B humains dans des souris immunodéficientes qui servent de réservoir, si vous voulez, pour le développement de ces lymphocytes B, avec ou sans AID. Et ce qu'on observe, c'est que si on a à nouveau inactivé l'expression d'AID, on a une fraction beaucoup plus importante de lymphocytes B polyréactifs auto-humains que dans des souris contenant des lymphocytes B humains dont AID est présent. Donc cette image montre que chez l'homme aussi, et curieusement au niveau de la moelle osseuse, dans les stades précoces donc de la différenciation B, AID intervient est nécessaire pour éviter un développement d'une trop grande fréquence de lymphocytes B autoréactifs. De quelle manière possible? Il y a deux hypothèses. Les auteurs du travail ont proposé ce schéma-là. C'est que l'activation de lymphocytes B immatures au niveau de la moelle osseuse par des antigènes du soi induisait l'expression d'AID, qui induisait l'expression de la protéine P53, qui contrôle le cycle cellulaire et la mort ou la vie cellulaire, et entraînait la mort des cellules par apoptose. Je dois dire que je ne suis pas tout à fait convaincu par ce schéma, mais c'est une possibilité. Une alternative, c'est que l'antigène du soi, pareillement, activant donc des lymphocytes B autoréactifs, induise l'expression d'AID avec des cofacteurs, mais que AID induise des mutations somatiques des régions variables qui permettent une perte de la réactivité au soi, donc que ces lymphocytes B qui étaient initialement autoréactifs ne soient plus autoréactifs et survivent parce qu'ils ne reçoivent pas un message de sélection négatif classique. Donc c'est peut-être une façon, ce n'est pas démontré, mais en tous les cas, ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que cette protéine joue un rôle important dans les phénomènes centraux de contrôle de l'autoréactivité des lymphocytes B et permettant peut-être, donc par modification des régions variables, de perdre l'autoréactivité et de ce fait engendrer la survie de cellules non ou moins auto-immunes. Donc c'était encore juste pour évoquer les différents mécanismes possibles dont il est difficile de faire une synthèse dans leur rôle relatif naturellement dans l'auto-immunité. Donc je vais terminer en discutant... pardon, il y avait encore les lymphocytes. Je vais passer ça parce qu'on en a parlé la dernière fois à travers l'exposé
qui avait été fait par Simon Filatrol, qui sont les lymphocytes B régulateurs. Donc je n'y reviens pas pour garder un peu plus de temps. Je vais passer ces quelques diapositives sur ces 3 points qui sont sur un plan un peu différent. Donc j'en ai terminé, et je suis désolé de ne pas terminer avec des conclusions simples, mais là je pense que c'est la réalité. C'est qu'il y a, comme vous l'avez vu, une série de mécanismes différents qui sont impliqués à des stades différents du développement des lymphocytes T et des lymphocytes B dans le contrôle des cellules autoréactives, sachant que la difficulté du système, c'est que la présence de cellules autoréactives, non seulement elle est obligatoire liée au caractère stochastique de la génération des clones de lymphocytes T et de lymphocytes B spécifiques d'antigènes, mais aussi qu'elle est un modèle qui peut rendre compte de la sélection positive, donc des étapes précoces du développement des lymphocytes T et des lymphocytes B. Donc il y a des multitudes de mécanismes qui contrôlent cette auto-immunité, qui sont tous nécessaires et dont la faille YIT d'un seul suffit à provoquer une pathologie auto-immune. Donc 3 autres notions que je vais maintenant discuter pour terminer aujourd'hui, que sont est-ce que les modèles expérimentaux permettent d'identifier des auto-antigènes? Ce n'est pas si simple de connaître quels sont les antigènes qui sont impliqués en maladies auto-immunes et comment à partir de modèles on peut éventuellement trouver des auto-antigènes qui sont significatifs dans des maladies humaines. Je vais vous en montrer un exemple. Je vais ensuite discuter le fait qu'au niveau des organes qui sont lésés dans une maladie auto-immune, on trouve une organisation d'une structure lymphoïde qui ressemble à celle qui est présente dans les organes lymphoïdes. Autrement dit, il y a une réponse immune qui s'organise in vivo, localement, dans la zone lésée par l'auto-immunité. Évidemment, ce qui rend les réponses très efficaces. Et puis enfin, discuter, un point très important concernant l'auto-immunité, c'est le rôle de l'environnement. Comment l'environnement influence positivement ou négativement la survenue de pathologies auto-immunes. Donc le premier point qui est l'identification moléculaire d'auto-antigènes. Donc un exemple qui je trouve assez intéressant, qui est complètement artificiel. Il s'agit d'une souris qui a été appelée SKG, peu importe, qui a un déficit partiel d'une enzyme qui est très importante pour l'activation des lymphocytes T, elle s'appelle ZAP70, qui est une molécule qui est située dans les étapes précoces de signalisation des lymphocytes T lorsque le récepteur T pour l'antigène reconnaît un antigène. Donc cette souris, elle a un déficit immunitaire, parce que l'activation des lymphocytes T se fait anormalement, elle est insuffisante, elle n'est pas nulle, mais elle est diminuée, comme c'est indiqué ici. Elle est diminuée pour les lymphocytes en périphérie, donc ça entraîne un défaut de réponse lorsqu'il y a une stimulation antigénique exogène, mais aussi ça entraîne un défaut de réponse des lymphocytes T au cours des phénomènes de sélection négative au niveau central, donc un défaut d'élimination de clones T autoréactifs, et ces souris développent une arthrite à cause de cela. Donc, défaut de contrôle central de certains lymphocytes T auto-humains, et la conséquence est une arthrite. Pourquoi une arthrite et pas une autre maladie auto-immune? On n'en sait rien, à la réserve de ce que je vais vous dire dans un instant. Donc c'est un modèle artificiel d'arthrite, généré par une déficience partielle des lymphocytes T. Donc à partir de ce modèle artificiel d'arthrite, on peut développer, on peut in vitro obtenir des clones de lymphocytes T qui sont arthritogéniques, ça veut dire que si on les transfère à une autre souris, on va induire une arthrite, qui démontre la pathogénicité, le rôle de ces lymphocytes T dans l'induction d'arthrite, ce qui vous est montré ici. Si on prend le clone R739, peu importe les numéros, on l'injecte à une souris, vous voyez qu'au bout de 7 semaines, et les souris vont commencer à devenir arthritiques, et qu'au bout de 12-14 semaines, 80% d'entre elles le sont. Là, c'est un autre clone, peu importe les détails, dans d'autres circonstances. Et ce qui est intéressant, c'est que si on prend ces souris SKG, qui ont aussi un problème avec les cellules régulatrices, FOXP3, on peut aussi obtenir le fait que ces souris produisent un auto-anticorps contre le peptide, contre un certain peptide, c'est là que je veux en venir, et qui a été appelé RPL23A, peu importe les détails. Le point intéressant ici, c'est qu'on peut démontrer la reconnaissance aussi de peptides issus de la même protéine par les fameux clones T arthritogéniques. Donc on a une situation où on a développé une pathologie, l'arthrite, et on peut ici, in vitro, montrer la réactivité des clones dont on sait qu'ils causent la pathologie, puisque si on les transfère à la souris, ils provoquent l'arthrite. On peut montrer qu'ils reconnaissent un certain peptide d'une certaine protéine, et qui a pu être isolé grâce à la présence d'auto-anticorps. Et il se trouve que la protéine reconnue par les lymphocytes arthritogéniques de cette souris
transgénique artificielle qui développe une arthrite, ces lymphocytes T reconnaissent donc des peptides issus d'une molécule appelée RPL23, aucune importance, si ce n'est qu'elle est exprimée dans les tissus synoviaux. Les tissus synoviaux, donc, sont des tissus présents dans les articulations, donc ce qui explique qu'il y ait un modèle d'arthrite, que cette souris soit un modèle d'arthrite, puisque l'auto-antigène est exprimé au niveau de la synovie. Jusque-là, c'est relativement banal, c'est juste l'explication, en tous les cas, la cohérence du fait que ces souris développent une maladie auto-immune qui soit une arthrite et pas une autre maladie auto-immune. Cela dit, ça n'explique pas pourquoi il n'y a pas d'autres clones dirigés contre d'autres auto-antigènes. C'est une autre question. Mais le point auquel je veux en venir ici, c'est que maintenant, si on prend le sérum de patients atteints de maladie arthrite rhumatoïde, donc une maladie auto-immune qui touche les articulations, on s'aperçoit qu'un grand nombre d'entre eux, pas tous néanmoins, mais un nombre assez important, 16,8% parmi 374 sérums de patients atteints d'arthrite rhumatoïde, sont réactifs contre la même protéine. Donc à partir de ce modèle complètement artificiel, généré d'ailleurs tout à fait au hasard, ce n'était pas l'objectif initial des chercheurs qui ont produit ces souris, ils ont mis le doigt sur l'identification d'un auto-antigène à partir d'une protéine du soie exprimée dans les tissus synoviaux des articulations, et qu'en fait, ça croise tout à fait avec une situation auto-immune humaine, puisqu'une fraction de l'auto-immunité, au moins chez certains patients atteints d'arthrite rhumatoïde, ils ont des anticorps contre la même protéine. Donc c'est une façon, et on peut montrer que les lymphocytes des patients, cette fois-ci, atteints d'arthrite rhumatoïde, dans 33% des cas, étaient capables de produire l'interféron gamma, donc étaient réactifs contre cette protéine RPL23. Donc ce modèle, je le montre comme étant comme je conclus là, une méthode un tout petit peu liée au hasard, mais ingénieuse et finalement puissante, qui permet de détecter des auto-antigènes d'intérêt médical, puisqu'il s'agit en l'occurrence, dans l'exemple que je vous ai donné, et il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas d'autres, de la détection, encore une fois à travers un système totalement artificiel, d'un auto-antigène qui s'avère être impliqué dans des maladies auto-immunes, en tous les cas à l'égard duquel il y a une réponse auto-immune chez l'homme. Donc logiquement, ces modèles, même s'ils sont un peu lourds de transgénèse murine, pourraient permettre de détecter également d'autres auto-antigènes impliqués dans une pathologie auto-immune humaine et montrent aussi une conservation d'auto-antigènes entre l'homme et la souris. Donc ça, c'était ce premier point. Le deuxième, concernant les structures lymphoïdes ectopiques, vous avez ici une image d'histologie rénale d'un malade atteint de lupus qui montre qu'au niveau du rein, on peut trouver une organisation anatomique avec des lymphocytes B et des lymphocytes T, entre autres, qui ressemble à ce qu'on observe dans les organes lymphoïdes secondaires. Vous avez ici la coupe du tissu rénal, et là vous avez une couronne de lymphocytes B, c'est un marquage en marron dans une technique dite d'immunoperoxydase des lymphocytes B. Autour, il y a des lymphocytes T, CD3, donc un grand nombre sont CD4. Et on peut trouver aussi en périphérie quelques cellules qui sont des plasmocytes, donc des lymphocytes B, en train de produire massivement des anticorps. Et encore ici, un autre, avec le marquage d'une autre molécule, des lymphocytes B. Donc on a une structure qu'on appelle lymphoïde tertiaire, in situ, dans un organe attaqué dans une maladie auto-immune. C'est l'exemple que j'ai pris parmi plein d'autres qui existent et qui ont été publiés de telles réponses immunes in situ, ectopiques parce que ce ne sont pas des organes lymphoïdes secondaires, mais qui sont évidemment pathogènes et qui ont été décrits multiplement. Évidemment, on ne va pas regarder en détail tout ce qui a été décrit, mais vous voyez ici dans un article de revue publié il y a peu de temps, vous montre de telles organisations d'organes lymphoïdes ectopiques au cours d'arthrite rhumatoïde, donc au niveau des tissus synoviaux, dans la maladie de Sjögren's, c'est-à-dire les atteintes auto-immunes des glandes salivaires, des glandes lacrymales. On trouve ces structures dans les glandes salivaires, dans les glandes lacrymales. On peut les trouver dans le système nerveux central au cours de la sclérose en plaques, dans le pancréas au cours du diabète, dans la glande thyroïde au cours des thyroïdites d'Hashimoto, donc une attaque auto-immune de la glande thyroïde, dans le foie, dans les maladies hépatiques du foie, dans le thymus au cours de la myasthénie, et encore dans le rein, c'est ce que je vous ai montré au cours du lupus. Donc ce n'est pas un phénomène anecdotique, c'est un phénomène qui est reproduit de façon très fréquente et probablement qui est présent à chaque fois que l'on le cherche, ou chez l'homme, ou de la même façon dans des modèles expérimentaux animaux, on observe l'organisation anatomique de tissus immunologiques actifs dans les organes lésés. Donc non seulement il y a une réponse immune qui se déclenche dans les organes lymphoïdes secondaires classiques, mais elle conduit à la migration de cellules, à l'organisation de structures anatomiques qui sont évidemment très efficaces en termes de puissance de production d'effecteurs T et B
On a vu ici des plasmocytes, donc ils produisent des auto-anticorps, notamment dans le rein de ce malade atteint du lupus. Donc comment ça fonctionne? Très schématiquement, ça rejoint des notions plus générales de migration et d'organisation des structures lymphoïdes, mais cette fois-ci dans le contexte d'auto-immunité, ou dans un contexte où il faut qu'il y ait un point de départ qui soit une inflammation locale. La question, c'est que recoupe cette notion d'inflammation locale. Il puisse y avoir, donc par la sécrétion locale d'un certain nombre de médiateurs, de recrutement de cellules dont on sait qu'elles sont essentielles à l'organisation d'une structure lymphoïde tertiaire qui est ici. Vous avez dans l'image qui est montrée des lymphocytes B au centre, une couronne de lymphocytes T, ça ressemble à ce que je vous ai dit là, la couronne de lymphocytes T et les B au centre, mais qui initialement sont capables de s'organiser grâce à des cellules particulières dont je ne vais pas vous parler pour ne pas encombrer trop de concepts différents et de cellules différentes du système immunitaire, mais qui sont très importantes pour la création d'organes lymphoïdes, et avec des molécules dont les noms figurent ici, qui sont sécrétées par ces cellules et qui permettent le recrutement in situ des cellules. C'est la même chose qui se passe potentiellement dans la création d'organes lymphoïdes secondaires, lorsqu'un ganglion lymphatique au cours de l'embryogenèse se produit, mais cette fois-ci ici, ça se passe dans des tissus à l'âge adulte et dans un contexte, dans l'exemple que je prends aujourd'hui, de pathologie auto-immune. Donc ces structures s'organisent et sont actives par la reconnaissance d'auto-antigènes et l'activation des lymphocytes T et des lymphocytes B. Alors, ce qui n'est pas totalement inintéressant, c'est qu'il existe des molécules susceptibles d'inhiber la formation de ces organes lymphoïdes et que les substances, soit l'activation des inhibiteurs, soit les molécules chimiques que sont les chémokines qui attirent les lymphocytes dans ces organes lymphoïdes tertiaires, peuvent être des cibles thérapeutiques. Chaque nom de ces molécules, de cytokine ou de chémokine, en étant ciblé, pourrait être un mécanisme d'action par lequel on bloque la formation de ces structures lymphoïdes dans les organes lésés et donc limiter les réponses auto-immunes. C'est concevable. Certaines de ces molécules, certains de ces inhibiteurs sont déjà utilisés en pratique, en médecine, et on en parlera la semaine prochaine. Donc, un des mécanismes d'action est celui-là. Le dernier point qui est intriguant et intéressant, c'est le rôle de l'environnement dans l'auto-immunité, qu'on peut concevoir de différentes manières, par la réactivité croisée entre des antigènes étrangers infectieux et des molécules du soi, évoquer la notion de théorie de l'hygiène, vous allez voir de quoi il s'agit, et le fait aussi que de nouveaux antigènes peuvent être générés par des modifications chimiques de molécules à l'égard duquel nous sommes tolérantes, mais à partir du moment où elles sont modifiées chimiquement, elles ne sont plus des protéines du soi. On va voir tout ça. La réactivité croisée dans le contexte des facteurs environnementaux est une notion qui est conceptuellement simple et qui est connue depuis très longtemps dans un modèle précis. C'est que, on va prendre tout de suite le modèle, ça vous aidera à le comprendre si vous ne le connaissez pas, et une maladie qui est maintenant devenue très rare, mais de l'enfant, qui est le rhumatisme articulaire aigu, qui est déclenché par le streptocoque bêta-hémolytique. Mais ce rhumatisme articulaire, au décours d'une infection par la bactérie qui est le streptocoque bêta-hémolytique, est une maladie auto-immune, articulaire, rhumatisme articulaire aigu. Et on sait que dans ce contexte-là, ce qui déclenche la maladie auto-immune articulaire est une réactivité croisée, c'est-à-dire que la séquence de peptides issus de protéines de la bactérie est proche, très proche, de certaines séquences de protéines exprimées au niveau de l'articulation, et aussi au niveau cardiaque d'ailleurs. Et donc un lymphocyte T ou un lymphocyte B qui est impliqué dans la réponse immune anti-infectieuse, anti-streptococcique, va être également capable de reconnaître un antigène du soi et déclencher une maladie auto-immune, donc par réactivité croisée. Donc ce qui a été assez bien démontré dans le cas du rhumatisme articulaire aigu est susceptible de se reproduire dans d'autres circonstances avec d'autres micro-organismes, bien qu'on n'ait pas une liste aujourd'hui très approfondie de ce type de réactivité croisée, mais dont on pense qu'elle joue un rôle dans le déclenchement des réponses immunitaires. Alors, à l'autre sens, ça va vous paraître totalement paradoxal, parce que moi je vais vous dire le contraire. Simplement, les choses sont ainsi et ne sont pas totalement simples. Il y a une notion épidémiologique que je vais vous montrer dans un instant qui est très intéressante, qui n'est pas la thérapie de l'hygiène. Je me perçois qu'il y a une erreur sur la diapo, mais la théorie de l'hygiène, excusez-moi. Il n'y a pas de thérapie là-dedans, c'est la théorie de l'hygiène, qui dit exactement l'inverse. En gros, moins on a de stimulation par des micro-organismes, plus on a un risque de développer une maladie auto-immune. Et ça, c'est épidémiologiquement prouvé. Ah oui, excusez-moi, je vais être obligé de faire ceci. Voilà, on reviendra en arrière éventuellement.
Et la démonstration épidémiologique, elle est tout à fait claire. Un chercheur français qui s'appelle Jean-François Bach a travaillé là-dessus. Il a publié il y a quelques années ces courbes croisées qui sont tout à fait marquantes, et qui montrent la fréquence, comme vous voyez, entre 1950 et 2000, à gauche, dans l'image de gauche, d'un certain nombre de maladies infectieuses, et dont le rhumatisme articulaire aigu, donc qui est à cheval entre, on l'a vu, l'infection et l'auto-immunité, l'hépatite A, la rougeole, les oreillons, la tuberculose, donc grâce en particulier à la vaccination, mais pas que, quasi-disparition ou chute pour la tuberculose de ces maladies. Et dans les mêmes périodes de temps, si on regarde les maladies allergiques et auto-immunes, c'est exactement l'inverse, et ceci est très très solide en termes de données épidémiologiques. On a une augmentation, par exemple, vous voyez que la sclérose en plaques est détectée et 3 fois plus fréquente en 1900, ça doit être 80 ou 90, là je ne vois pas bien, qu'elle ne l'était en 1950. La maladie de Crohn est 4 fois plus fréquente en 2000 qu'elle l'était en 1950. L'asthme est aussi 3 fois plus fréquent en 1990 qu'il n'était en 1980, par exemple. Donc les courbes se croisent complètement. Moins on a d'infections, plus on a de maladies auto-immunes et allergiques. Évidemment, vous pouvez me dire, OK, mais c'est peut-être le pur hasard, il n'y a aucun lien entre les deux. Vous avez parfaitement le droit de dire ça. Néanmoins, les choses sont plus nettes que ça. Si on regarde sur un plan géographique, cette fois-ci, en Europe, et on regarde ici, comme vous pouvez le lire, à gauche, la prévalence de la sclérose en plaques, donc combien de cas pour 100 000 personnes. À droite, l'incidence du diabète de type 1 chez l'enfant, des cas pour 100 000 enfants chaque année. Donc vous voyez qu'il y a un gradient nord-sud. La Finlande, la Suède, l'Allemagne, la Norvège un peu moins, l'Islande ont beaucoup plus de cas de sclérose en plaques que l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal. Et il en est de même pour le diabète de type 1, où il y a un gradient nord-sud. C'est absolument clair. Et ceci n'est pas génétiquement déterminé, parce que si les études il y a eu plusieurs études qui montrent cela. Si vous prenez les populations de migrants, donc des personnes qui viennent du Sud et qui vivent en Suède, par exemple, pas mal de populations kurdes, donc les personnes d'origine kurde qui vivent en Suède ont la même fréquence au bout d'un certain temps de maladies auto-immunes que des Suédois nés en Suède. Donc ce n'est pas le fait d'être kurde qui change quelque chose d'être suédois, c'est le fait de vivre en Suède. Donc c'est l'environnement, et pas la génétique. Okay. Et l'hypothèse la plus forte, évidemment on peut la discuter, c'est qu'est-ce qui distingue la Finlande, la Suède, la Norvège de la France, de l'Espagne, du Portugal ou de l'Italie? C'est les conditions d'hygiène et la fréquence des infections. C'est complètement inversement corrélé. Donc, avec d'autres notions, cela tente à penser qu'effectivement, ces courbes se croisent non pas uniquement par le hasard, mais qu'il y a une relation de cause à effet. Évidemment, la question difficile, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a comme mécanisme sous-jacent et comprendre quel est le substratum du fait que les circonstances où notre organisme vit avec moins de micro-organismes, en tous les cas pathogènes, dans ce que je vous montre là pour l'instant, est une situation qui favorise l'émergence des maladies auto-immunes ainsi que des maladies allergiques. Donc il y a quelques notions expérimentales, mais évidemment qui sont difficiles à rattacher complètement à la réalité humaine pathologique. Donc, toujours dans les travaux là, du groupe de Jean-François Bach, où ils sont beaucoup intéressés à un modèle expérimental de diabète, il y a une souris NOD, qui spontanément développe un diabète insulino-dépendant auto-immun, et pour des raisons génétiques multiples. Mais ce qui a été observé et connu depuis longtemps, c'est que si on compare ici les courbes de gauche et les courbes de droite, qui est la fréquence de survenue de diabète en fonction de la vie de la souris, vous pouvez voir à gauche, dans des conditions d'animalerie conventionnelle, donc où il y a un certain nombre de microbes, il y a à peu près, au bout d'1 an, un peu plus d'1 an, 60 semaines, 50% des souris pas tout à fait 50, 40% à peu près des souris qui développent un diabète. Par contre, si les souris sont élevées dans un environnement sans pathogènes, sans microbes, donc il n'y a plus de flore intestinale notamment, et pas d'autres flores, paradoxalement, mais ça correspond à ce qui se passe épidémiologiquement, je vais y arriver chez l'homme, la fréquence de diabète monte à plus de 80%. Donc autrement dit, l'absence de flore digestive favorise la survenue du diabète dans ce modèle de souris NOD. Est-ce qu'on peut extrapoler ça à l'homme? Évidemment, il faut être très prudent, mais c'est une notion qui, de façon observationnelle, est cohérente avec les données épidémiologiques chez l'homme. Est-ce qu'on peut apporter un substratum à cette affaire? Les choses ne sont pas tout à fait simples, mais on peut donner quelques données expérimentales. Je vous donne quelques résultats.
un exemple, il y a plusieurs, il y a des données qui ont été publiées très très récemment sur ce sujet. Mais par exemple, il y a une situation où ce modèle-là entre en jeu, je vais le détailler ensuite. Vous avez en gauche l'intestin et la flore intestinale, donc les très nombreuses bactéries qui sont présentes dans notre côlon. Nous avons de l'ordre de au moins 10 puissance 13 bactéries, qui produisent une série de substances chimiques, dont des acides gras à chaîne courte. Et ces acides gras à chaîne courte, ils sont absorbés et ils migrent dans l'organisme, notamment au niveau du pancréas. Et ce que je vais vous montrer, à partir de ce travail qui a été fait l'année dernière, c'est que ces acides gras à chaîne courte induisent dans le pancréas la production d'un peptide, une protéine qui s'appelle CRAMP, on va voir ça dans un instant, qui indirectement, en agissant sur des cellules macrophagiques et dendritiques, donc les cellules présentant l'antigène, va faire en sorte qu'il soit activé des lymphocytes T régulateurs qui vont s'accumuler dans la zone du pancréas et donc protéger le pancréas contre une attaque auto-immune. Okay, donc il y a une relation entre un certain type de flore intestinale et une protection contre le diabète. Alors que de façon pathologique, si cette flore n'est pas là, si ces acides gras à chaîne courte ne sont pas là, ce peptide n'est pas produit, et au contraire, cette fois-ci, les cellules présentant l'antigène vont être pro-inflammatoires et activer des lymphocytes effecteurs auto-immuns susceptibles de provoquer un diabète. Donc c'est une façon de relier flore intestinale et risque de diabète. Donc, quel est le support expérimental pour vous proposer ce modèle ? Il est ici, on va le décortiquer étape par étape. Cette prédisposition, si je reviens en arrière, la prédisposition de la souris node au diabète est surtout marquée chez les femelles, pour des raisons non identifiées, non connues en tous les cas de moi. Donc c'est important pour ce que je vais vous dire ensuite. Donc si on regarde ici la production du peptide antimicrobien qui s'appelle CRAMP, l'abréviation de ce que ça signifie catécylidine related antimicrobial peptide, si vous voulez savoir ce que c'est, mais CRAMP ça suffira. Donc la production de CRAMP chez les souris nodes femelles, telle qu'elle est mesurée chez ces animaux, et à un certain niveau, peu importe, 20 picogrammes par millilitre. Okay. Si vous prenez les souris sauvages femelles, les lignées BALB/C ou C57 Black 6, elles en ont plus de 2 fois plus. Elles en produisent 2 fois plus, dans les mêmes conditions d'élevage naturellement. Si ici on compare les souris nodes femelles et mâles, vous voyez qu'il y a une grande différence. Les souris mâles produisent un taux de CRAMP qui est comparable aux femelles des autres espèces. Donc il y a un déficit de CRAMP dans les souris nodes femelles, celles qui ont un risque de diabète. Est-ce qu'il y a du CRAMP dans les îlots de Langerhans ? La réponse est oui. Ce sont des assez belles images de reconstruction de marquage d'îlots de Langerhans. Donc c'est un îlot où il y a les cellules qui produisent l'insuline dans le pancréas. Vous avez en rouge le marquage de CRAMP, en bleu du glucagon, qui est une des hormones qui est produite par ces îlots, enfin en périphérie, en vert l'insuline et en gris l'ADN. Donc la superposition, ça donne cette image. Ça, c'est un îlot de Langerhans d'une souris, et c'est en présence de CRAMP pour la souris, et un îlot de Langerhans humain, où vous avez aussi la présence de CRAMP en rouge qui est diffus dans l'îlot de Langerhans. Okay. Donc ça, voilà le premier niveau d'information. Intéressant, c'est que si on injecte du CRAMP, certaines quantités de CRAMP, je ne sais plus laquelle, mais peu importe, à des souris qui risquent de développer un diabète, et vous voyez qu'on protège partiellement ces souris contre le diabète. Les souris contrôles qui ne reçoivent pas de CRAMP, presque toutes vont développer le diabète dans le temps indiqué, alors qu'en présence de CRAMP, de ce peptide, induit, on va le revoir par la flore microbienne, la fréquence du diabète est moindre. Donc il y a l'air d'avoir une relation de cause à effet entre ce peptide et la protection contre le diabète. Et on peut montrer que lorsque CRAMP est présent, il y a plus de lymphocytes T régulateurs dans le pancréas. Vous voyez la différence ici. Ce ne sont pas des différences énormes, mais ce sont des différences significatives, ici en pourcentage, ici en nombre absolu. Et on peut montrer que les cellules dendritiques, donc qui présentent les antigènes, qui sont nécessaires à l'initiation d'une réponse immune, donc entre autres d'une réponse auto-immune, et bien que les cellules dendritiques qui sont présentes dans le pancréas expriment peu, c'est en vert, 3 molécules qui sont très importantes dans l'activation des lymphocytes T et B. Donc ce sont des cellules dendritiques qui ne sont pas capables vraiment d'induire une réponse auto-immune effectrice, auto-immune ou autre d'ailleurs, une réponse effectrice. Il y a moins de CD40, moins de CD80, moins de CD86 que dans une situation où il n'y a pas de CRAMP. Okay, donc tout va en faveur d'inhiber la survenue d'une réponse immune dans le pancréas dans ces conditions. Et on peut aller un petit peu plus loin. Ici, donc ça, maintenant, c'est pour vous démontrer la relation entre la production de CRAMP, donc qui protège contre le diabète, et les acides gras à chaîne courte tels qu'ils peuvent être produits au niveau de l'intestin. Donc ce qui est montré ici,
c'est le fait que les acides gras à chaîne courte, en l'occurrence le butyrate, et il y en a d'autres, induisent la production de crampes par les cellules pancréatiques dans les îlots de Langerhans, et que ceci, on va le voir, a un effet protecteur sur la survenue du diabète dans le modèle de la souris NOD. Il faut ne pas oublier qu'on est en train de discuter d'un modèle expérimental précis et que l'extrapolation doit être prudente. Néanmoins, donc on a ici la production crampe produite dans des souris NOD, BALP-C ou C57 Black 6. Si on ajoute, on leur donne ou pas ce butyrate, l'acide gras, donc la souris NOD, elle en a très peu. Si on pousse la production par le butyrate, ça monte, mais ça rejoint le niveau basal de la souris BALP-C ou C57 Black 6, donc les souris contrôle, qui, elles, produisent beaucoup plus de crampes sous la stimulation par l'acide gras à chaîne courte. Et le butyrate, ce traitement par le butyrate, donc qui augmente crampes, protège également contre le diabète, vous avez la différence ici, et fait diminuer la fréquence de cellules T effectrices mesurée par la production par des lymphocytes TCD8 d'interféron gamma. Donc le système est cohérent entre la production des acides gras à chaîne courte au niveau de l'intestin, la production de crampes au niveau du pancréas et la création d'un milieu défavorable à une réponse immunitaire. Donc ici, c'est une autre façon de le montrer, en jouant sur la flore intestinale, où ce qu'on peut montrer, c'est que les flores intestinales de souris contrôle, c'est-à-dire soit des nodes mâles qui développent peu de diabète, ou des souris contrôle, si on injecte cette flore intestinale à une souris node femelle qui a un risque de diabète et qui produit peu de crampes, ça permet d'induire la production de crampes par le pancréas des souris nodes femelles à risque de diabète. C'est ce qui est montré là. Vous avez ici le transfert, par exemple, voilà, cette image, on va prendre ce point-là. Donc, transmission de la flore intestinale de souris nodes mâles à des souris nodes femelles, et on a un niveau de production de crampes qui est bien supérieur à celui de la transmission d'une flore intestinale d'une souris node femelle dans une souris femelle, la différence entre ces deux valeurs ici. Okay, et les autres contrôles sont de même type. Et à contrario, si on traite par antibiotique une souris node, mettons mâle, ça pourrait être aussi une souris contrôle, donc on lui détruit sa flore microbienne, on va diminuer considérablement la production de crampes. Et cette situation est aussi une situation à risque de diabète. Ce n'est pas montré là. Ça, c'est le risque de diabète en fonction des transferts de flore. Donc la souris femelle, elle développe un diabète rapidement. Si on transfère la flore intestinale, c'est un contrôle d'une souris femelle à une souris femelle, on ne change rien. Et si on transfère la flore d'une souris node mâle, qui n'est pas à risque de diabète, on diminue le risque de diabète. Ce ne sont pas des facteurs 100%, mais il y a une différence qui est significative. Donc l'hypothèse, si on essaye d'extrapoler avec prudence, parce qu'encore une fois, c'est un modèle expérimental très précis, c'est qu'on peut imaginer, si on pense au diabète de type 1 chez l'homme et la relation entre hygiène et survenue de ce type de pathologie, c'est que potentiellement des modifications des habitudes nutritionnelles, la surutilisation d'antibiotiques par exemple, modifient ou appauvrissent la flore intestinale et puissent favoriser l'incidence de diabète de type 1. Ceci n'est absolument pas démontré. Faites très attention. Ceci est hypothétique, reposant sur ce type de notion, plus le contexte épidémiologique qui est compatible avec ce type d'hypothèse. Et par contre, ce qui est très probable, au moins ceci a été montré pour les maladies allergiques, je n'aurai probablement pas le temps de vous le montrer, c'est que ces influences interviennent très tôt dans la vie, dans les premiers mois de vie. C'est le type de flore microbienne qui est présente chez les jeunes enfants qui influence ce risque second de maladies allergiques, certainement, de maladies auto-immunes, peut-être au cours de la vie. Donc cette notion est évidemment très importante. Donc on va arrêter là-dessus, juste ceci est un petit schéma de ce que je viens de vous montrer, à titre de modèle. Donc, au niveau de l'intestin, les lymphocytes CD4 naïfs sont susceptibles de se différencier en cellules effectrices, auto-immunes ou pas, produisant l'interféron gamma, l'IL-17 pour les grandes catégories de cellules effectrices, mais aussi en cellules T régulatrices, dont on a abondamment parlé au cours des cours passés. Donc en situation où la flore intestinale ou le contexte diététique favorise la production de l'acide gras à longue chaîne, dont je ne vous ai pas parlé, ceci favorise plutôt les cellules T effectrices. Donc c'est une situation plutôt à risque d'inflammation de l'auto-immunité. À l'inverse, en situation où il y a des bactéries productrices d'acide gras à courte chaîne, SCFA, SCFA en anglais, ceci favorise la différenciation des cellules T naïves en cellules régulatrices. Okay,
avec les étapes intermédiaires. Je vous ai montré un modèle d'étape intermédiaire vers le peptide crampe. C'est sûrement plus compliqué que ça avec d'autres voies de signalisation. Donc une situation qui est favorable au contrôle de l'auto-immunité. Donc c'est une façon qui peut essayer de relier, donc encore une fois, flore microbienne et risque potentiel d'auto-immunité, d'inflammation et aussi d'allergie qui ne figure pas sur cette diapositive. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais peut-être juste montrer pour vous faire très peur une diapo. Parce que ça, on ne va pas en parler. Peut-être j'en parlerai la prochaine fois, on verra. Ça, on ne va pas en parler. Peut-être que je continuerai la prochaine fois là-dessus. C'est juste pour dire ça. C'est pour vous dire que j'ai essayé d'évoquer une série de voies, de mécanismes qui interviennent à toutes les étapes du système immunitaire, depuis le développement des cellules jusqu'aux fonctions effectrices, et qui évitent les réponses auto-immunes. Cette diapo qui est extraite d'une revue qui a maintenant 9 ans de M. Goodenough. Chaque petit triangle numéroté, c'est une voie qu'il a identifiée de contrôle des réponses auto-immunes. Donc vous pouvez voir qu'il y en a 24. Je n'ai pas parlé des 24, j'en ai parlé des principales. Le point n'est pas d'entrer à tout prix dans une complexité extrême, mais le résumé principal, à mon avis, c'est qu'il faut considérer que l'auto-immunité, le potentiel auto-immun de nos lymphocytes T et B, est absolument consubstantiel des réponses immunes anti-infectieuses, à deux titres. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est peut-être la conclusion la plus importante. Le premier titre, c'est que la génération au hasard, la constitution au hasard du répertoire des lymphocytes T et des lymphocytes B fait que forcément un certain nombre des lymphocytes générés ont une capacité d'autoréactivité, mais encore plus, il est probable que cette autoréactivité joue un rôle nécessaire dans la sélection positive, donc dans la première étape de développement des cellules. Donc ensuite, nous dépensons une énergie considérable, donc par 24 systèmes au moins, pour éviter que cette autoréactivité se transforme en maladie auto-immune. Donc même si on a 24 systèmes de contrôle, et peut-être encore plus, malheureusement, ces systèmes ne sont pas parfaits et ils sont défaillants de façon unique ou multiple dans l'ensemble des maladies auto-immunes. Je vous rappelle, c'est 7 à 10% de la population occidentale dans le monde actuel, dans un contexte d'hygiène dont je viens de parler. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là pour cet après-midi, juste pour vous dire que le cours donc, va être suivi par un séminaire de Marc Dayron, qui est directeur de recherche à l'INSERM, qui dirige un groupe de recherche sur l'allergie moléculaire et cellulaire à l'Institut Pasteur et qui a fait des très jolis travaux sur un autre type de molécule régulatrice, qui doit être un des 24 petits triangles qui sont ici, qui sont des molécules qui reconnaissent les parties constantes des immunoglobulines et qui régulent positivement ou négativement les réponses immunitaires. Vous allez voir ça, vous allez entendre ça dans une seconde. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je vous en prie.